Pendant 3 jours, 23 rencontres sur des thématiques différentes, que ce soit la protection des lanceurs d'alerte, que ce soit l'état d'urgence, l'état de droit, que ce soit la santé publique bien sûr, le médicament avec des gens comme Irène Frachon, que ce soit les écrans avec Karine Movilly, Sabine Duflot, que ce soit Éric Deluca, une pointure extraordinaire de l'écriture, dans un entretien avec Philippe Mérieux, un professeur émérite d'une culture incroyable. Moi, je me suis trouvé entraîné dans ma génération, transporté par ma génération. Donc, pour moi, c'était facile. Aujourd'hui, c'est plus difficile pour un jeune choisir sans une grande force de frappe, sans une masse critique de sa génération qui est déjà en route. Mais la situation est exactement ça. Est-ce que tu demandes à toi-même, est-ce que je vais faire quelque chose pour aller dans une direction, ou j'attends tout simplement que soit les autres, soit le futur qui décide, qui décidera de moi. C'est la question. Je ne peux pas répondre, parce que je suis déjà passé. Ce sont en fait des rencontres qui permettent de rassembler une centaine d'acteurs, mais bien sûr au-delà, de l'alerte. Et ça permet de montrer, d'échanger avec le public, de publier des alertes et de montrer que dans la formule lanceur d'alerte, ce qui est important avant le lanceur, c'est l'alerte. C'est pas moi qui le dis, c'est Edward Snowden dans Citizenfour. Il faut vraiment voir ce film. C'est lumineux de la part d'Edward Snowden. Et donc, ce que l'on fait ici, c'est premièrement partager les expériences, les mutualiser et publier ces expériences, les remettre au public, dans les mains du public, pour que le public sache que lui aussi est un acteur de l'alerte. Mais personne à la SNCF ne regarde où sont passés ces 300 millions d'euros. 150 millions d'euros sont partis chez IBM, 150 millions d'euros ont été chez d'autres personnes. Voilà, donc au-delà du texte, etc., ce qui est inquiétant, c'est de savoir si on est vraiment dans une république bananière ou pas. À un moment, est-ce que il y a des organismes, PCRL, le contrôle de prévention des marchés, normalement l'Assemblée qui a un contrôle de l'action du gouvernement, ou une enquête, qui fait quoi? La question qui se pose principalement sur cette 6e édition, puisque la première édition a eu lieu en 2015, sur cette 6e édition, c'est que nous sommes à 3 jours du début du débat parlementaire sur la transposition de la directive européenne de protection. Et donc, au cœur de ces rencontres, c'est trouver la question du risque, puisqu'on parle toujours des risques que prennent les lanceurs d'alerte, et pour d'autres, des risques que font courir les lanceurs d'alerte pour l'emploi, pour l'économie, etc., etc., pour le secret défense, pour la sécurité nationale, etc. Et en fait, sur cette notion du risque, ces rencontres nous permettent de voir que finalement, le risque, ça n'est pas quand il y a un lanceur d'alerte, le risque, c'est quand il n'y en a pas. Il y a un exemple très simple. C'est la salmonelle dans le lait des bébés. Au moment où il n'y a pas de lanceur d'alerte, eh bien, la salmonelle est vendue dans le lait et les bébés le consomment et ils se trouvent à l'hôpital. C'est donc l'absence d'alerte, l'absence de lanceur d'alerte qui fait qu'il y a un risque pour la société. Que ce soit celui-là, mais que ce soit celui des assassinats et des exécutions sommaires, on peut le dire comme ça, en Irak, que Chelsea Manning va
transmettre à un journaliste qui s'appelle Julian Assange, dont on a reçu d'ailleurs le père sur ces rencontres, un moment extraordinaire d'émotion et d'humanité. I am sure that the whole House will welcome the news this morning that the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Arrested for breach of bail after nearly 7 years in the Ecuadorian embassy. He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States authorities. Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom, no one is above the law. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, professor of law at Glasgow professeur University, de droit à l'université de Glasgow, his conclusions that Julian was psychologically tortured. ses conclusions étaient que Julian Assange a été psychologiquement torturé. Oui, parce que en fait, l'État qui doit vous protéger, comme le disait très bien Madame Borrell, en fait, vous devenez l'ennemi de l'État, parce qu'en plus, vous avez le culot de réclamer justice. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté d'expression, c'est le droit d'informer et le droit de s'informer. C'est le premier paragraphe de cet article 10. Informer et s'informer. Et là, on voit bien qu'effectivement, il y a non seulement un droit, mais bien au-delà, si on revient sur cette affaire de la salmonelle dans le lait des bébés, un devoir. Et en fait, ce devoir d'alerte, on pense que c'est une notion un peu nouvelle, mais en fait, elle existe dans le droit français partout. Pourquoi? Parce que l'alerte, c'est une situation qui présente un danger, une gravité, et qui réclame une intervention urgente. Si on tire une fusée de détresse sur un bateau, c'est qu'on est en train de couler ou qu'on est dans un danger imminent. Et les gens du sauvetage en mer ne sont pas en train de se demander est-ce que ça n'aurait pas une petite difficulté pour l'emploi, pour l'économie, etc. Ils prennent le bateau, ils y vont. Alors effectivement, si la personne s'est amusée à faire un feu d'artifice avec la fusée de détresse, ça peut lui coûter très cher. Mais l'alerte déclenche une réaction urgente pour sauvegarder les droits. Eh bien, en fait, on l'a déjà tout ça en droit. C'est l'assistance aux personnes en péril. Le premier article, le premier paragraphe dit « on doit intervenir ». Et le deuxième dit « si vous n'êtes pas en situation d'intervenir, alors vous devez alerter les secours ». Vous devez alerter les secours. Dans la charte de l'environnement, qui fait partie du bloc de la Constitution, du bloc de constitutionnalité, le deuxième article dit que chaque personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Prendre part à la préservation de l'environnement, ça veut dire, bien sûr, intervenir pour le préserver quand on le voit qu'il est en danger, qu'il y a des atteintes à l'environnement, mais c'est aussi alerter les pouvoirs publics, l'opinion, lorsqu'il y a un risque, une atteinte pour cet environnement. Et donc, on voit bien que la notion d'alerte n'est pas une notion de « est-ce que j'ai le droit d'alerter ou pas le droit d'alerter ?» C'est que quand je sens une situation grave, suffisamment grave à mon sens, eh bien, on alerte. On publie une information dont on a bien sûr la certitude, en tous les cas la conviction, qu'elle mérite d'être portée à l'attention du public pour qu'il y ait une réaction. Voilà l'enjeu de ces rencontres. C'est quelque chose de très simple, finalement de très citoyen et de très républicain.